Bon, on va parler du fait de comment se comporter, comment se positionner avec l'entourage. Moi j'appelle ça l'isolement sanitaire. Alors c'est un mot qui fait un peu médical, un peu peur, mais quand on commence à changer des choses sur sa santé, je dirais à plus forte raison quand on est impacté par des choses lourdes, on se retrouve à avoir un entourage qui peut être plus ou moins compréhensif, voire bienveillant, vis-à-vis de nos modifications alimentaires. Alors, ça peut être dans la famille au foyer, dans la famille proche, les amis, les collègues, etc. Et il y a des fois, on peut installer ces choses-là de manière très simple. On peut les installer en étant aidé, puis il y a d'autres fois, il y a des forces d'opposition, voire des éléments, des personnes très réfractaires, voire qui vont même des fois appeler les autorités en disant la personne se met en danger, elle mange, ou elle et ses enfants de manière végétarienne, ou ils jeûnent, ou ils font des trucs comme ça. C'est toujours guidé par le fait de faire quelque chose pour la personne. C'est un peu un chevalier sauveur, et donc de penser que son idée serait mieux. Alors là, on va plutôt parler des aspects négatifs, évidemment, parce que quand tout se passe bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, on va voir quand ça se passe pas très bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'isolement sanitaire. Ça veut dire qu'on sauve sa peau. On sauve sa peau. Là, évidemment, je parle souvent, quand on fait des petites choses, bah tiens, je passe végétarien, et puis la personne, oh, bah non, tu devrais manger de la viande. C'est pas grand-chose. C'est pas un climat favorable, mais je dirais c'est des petits débats de famille comme il y aurait sur tiens, t'as voté à gauche, j'ai voté à droite, ou tu mets des sans-plomb alors que moi j'ai eu du gasoil, ou tu prends le vélo alors que la trottinette électrique c'est de l'énergie nucléaire. Enfin voilà, on serait sur des débats là, c'est pas grave. Par contre, quand on a un état sanitaire délicat, c'est-à-dire qu'on est en danger en fait, au niveau de son système, et bien là, la peur prédomine dans l'entourage, et si on est mu par des volontés de changement de notre hygiène de vie, on peut être plus ou moins accompagné. Et j'ai vu souvent, très souvent, trop souvent du coup, des personnes qui étaient avec des forces d'opposition énormes, et elles étaient parties pour modifier des choses de leur hygiène de vie, manger bio, faire du jeûne intermittent, voire faire du jeûne, se tourner vers des pratiques complémentaires alternatives, se trouver avec des gens qui leur tournaient le dos. Ou alors qui leur intimaient de changer, sinon ils ne leur parlaient plus, ou qui n'acceptaient pas leur comportement. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet de manière aussi délicate et peu délicate que possible, en sortant une anecdote malheureuse, évidemment. Donc c'est un cas vrai, hein, d'une personne que j'ai eu la chance de suivre. Donc il y a 5 ans, je vois cette personne pour la première fois en consultation. Donc elle avait eu un cancer du sein, qui avait été traité par chimiothérapie, et c'était passé ric-rac. Et donc elle venait me voir pour travailler sur son hygiène de vie, pour ne pas avoir de récidive. Parce qu'elle avait vu les pourcentages de récidive, et puis qu'elle s'était dit, bien tiens, peut-être que l'hygiène de vie a un impact sur le cancer. Donc on avait travaillé sur la nourriture, sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress, sur les habitudes extérieures avec l'activité physique, tout un tas de choses. Et j'avais conclu la séance, qui n'en appelait pas une deuxième, hein, en étant très pointilleux sur le fait les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc si tu ne modifies rien, ton cancer n'est pas arrivé par hasard, là tu as été sauvé par une intervention chimique de destruction cellulaire, mais la cause n'a pas été atteinte. Nous avons pris le temps pendant 1h30, 2 heures d'investiguer ce qui n'allait pas. Moi j'avais mis en avant plutôt des causes émotionnelles et des causes alimentaires. C'est les deux gros points qui étaient ressortis. Fais attention, et j'avais fini là-dessus. Bon, merci, au revoir. Et l'année dernière, oui, la personne me recontacte, me dit, je souhaiterais une consultation. J'avais en tête, je dis, tiens, oui, je connais ce nom-là. Il dit, ouais, comment vas-tu? Eh bien, j'ai refait un cancer. D'accord, bon. Alors, moi, je me souvenais de ce qu'on avait dit, entre il y a 5 ans et maintenant, qu'as-tu appliqué?
bah, c'est vrai que ça allait mieux et tout, donc je l'ai pas, j'ai pas trop fait, quoi. Je me suis dit, t'as pas trop fait, t'as pas fait, bah non, j'ai pas fait. Ok, et donc là, le bilan, bah, c'est revenu pire, parce que là, ça métastase à l'estomac aussi. Bon, d'accord. Ok. Et je dis, pourquoi t'as pas fait la première fois? Bah, ouais, je pensais que ça allait rouler, les contrôles avec les médecins, ça se passait bien, puis tu vois, de changer d'alimentation, avec le mari, les enfants, bon, d'accord, ok. Donc on refait un plan. Donc on repart, et je dis là, on va être plus drastique, tu comprends? Parce que là, on était sur une volonté de... Tu étais en rémission de ne pas rechuter, sauf que là, tu as une rechute et pire, donc il va falloir qu'on soit plus pointu, quoi. Et voilà, en me disant, bah, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu par la chimio parce que c'est violent. Donc, je dis, là, tu me fais porter un truc que je ne devrais pas porter. Je lui dis tranquille, hein, alors qu'il y a 5 ans, tu vois, on travaillait pour construire, et là, on travaille pour pas détruire. Donc tu me demandes beaucoup. Tu me demandes d'assumer tout, et moi, je travaille sur la prévention. Oui, mais non, mais moi, je crois plus sur la médecine naturelle et tout. Donc je dis, d'accord, tu crois en médecine naturelle, mais tu ne l'as pas appliquée. Et là, tu me demandes, tu demandes au système hygiéniste de te venir en aide. J'essaie de lui redonner son pouvoir, et puis de la responsabiliser. C'est pas parce que la personne souffre qu'elle ne doit pas être confrontée en douceur à son rôle. Oui, 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 d'accord, ok, donc on travaille, je réinsiste encore plus, parce que je me dis, j'ai ma part dedans, je n'ai pas été un bon pédagogue, je n'ai pas su lui faire entendre il y a 5 ans qu'il y en avait un aspect primordial à se responsabiliser. 50-50, elle s'est vautrée, je me suis vautré. On part ainsi, et elle me dit, bah, je veux jeûner. Je lui dis non, l'état sanitaire n'est pas satisfaisant pour que tu jeûnes, là tu n'as pas assez de vitalité. Ton poids de sécurité va être atteint rapidement, tu ne me sembles pas apte à jeûner. Mais si, j'ai vu machin, et le documentaire qui disait qu'on peut jeûner avec le cancer. Va voir ces personnes-là. Ah ben non, bah tu comprends, il ne faut pas de jeûne. Je dis oui, mais moi je ne te conseille pas de jeûner. Et après, elle revient vers moi, je lui dis, on travaille sur l'alimentation, je lui dis, il y a pour moi des choses émotionnelles et sur l'alimentation qu'il faut régler. Je vais faire la cure de Breus. Je ne te conseille pas non plus la cure de Breus, qui est de boire des jus pendant 42 jours. Je ne pense pas que ça soit quelque chose d'intéressant. Je dis, il y a des choses à gratter là dans ta famille, où c'est pas visiblement, on n'accepte pas que tu prennes en charge ta guérison, que tu fasses des choses. Et tu n'as rien fait sur ta bouffe, là tu veux consommer de la santé, c'est pas ça. Bref, c'est compliqué, donc je l'ai au téléphone, je l'ai par mail, elle revient. Et donc je la pousse à changer d'alimentation, vraiment, drastiquement, parce qu'elle a des compulsions. Et elle me dit, moi j'arrive pas à gérer mon... Quand je suis que chez moi, ça va, mes compulsions, mais mon mari et mon fils ramènent des choses à la maison, je ne peux pas m'empêcher de les manger. Je dis, bah, demande-leur de faire un effort. Et là, au moment où je dis ça, elle avait accepté ce que son endocrino lui recommandait, la chimio, parce que là, ça commençait à métastaser sévère. Et donc, elle disait à son mari, suite à mes recommandations, pourrais-tu ne pas amener de petits pains, de croissants, de pâtes, de pâtisseries, parce que je suis tentée. Et donc, elle lui demande ça en n'ayant plus de sourcils et en n'ayant plus de cheveux. Je disais non, je ne vois pas pourquoi je me frustrerais alors que c'est ton choix et que c'est des trucs bizarres. Donc, elle avait acheté un deuxième frigo pour que chacun ait son frigo. Mais il y avait quand même des tentations, parce qu'elle savait ce qu'il y avait dans l'autre frigo. Donc elle intimait à son entourage de ne plus rapporter cette nourriture-là. Ce qui n'était pas fait, je lui dis, bah, casse-toi, va chez ta sœur, va ailleurs. Bon, elle se trouve qu'elle part à un endroit, elle veut faire une cure de Breus, que je lui déconseille, et je lui dis, le foie ne va plus. Ah bah oui, vu que tu parles du foie, ça commence à métastaser au foie. Et donc je lui dis, moi ce qui me semble apparent, ce qui me semblait déjà apparent il y a 5 ans, c'est qu'il y a un problème relationnel fort dans ton foyer. Il me semble important de gérer ce stress-là qui ne peut pas t'aider dans ta guérison.
Donc, elle commence la cure de Breus, et au bout d'une vingtaine de jours, beaucoup de vomissements, elle me demande mon avis. Elle me dit, c'est la détox? Là, je ne pense pas que c'est la détox. Va consulter. Non, 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 parce que Breus, il écrit que va consulter. Non, si tu ne veux pas consulter, tu ne m'appelles plus. Va consulter, ça avait encore plus métastasé au foie. Donc après, d'accord, je lui ai dit, il faut parler, faire les choses qui doivent être faites. Et donc, eh bien, le mari, en l'occurrence la famille, eh bien, ne souhaitait pas entendre les volontés de changement que cette personne voulait mettre en place dans sa vie, faire une thérapie de couple, changer la nourriture, redialoguer, avoir un environnement plus sain, etc. Et donc, la morale de l'histoire, vous vous en doutez bien, c'est le décès, où j'imagine que ses proches et son mari ont pleuré, j'imagine que la vie a dû être injuste, parce qu'elle a enlevé un être cher. Je ne suis pas dans le jugement, là. Hein. Je suis dans une ironie un peu colérique. Mais il y a une influence majeure, de mon point de vue, puisque j'étais en première loge, une influence majeure dans l'entourage, dans l'état sanitaire de cette personne, qui l'a fait basculer plutôt dans la décrépitude que dans la pleine santé. Alors cette personne avait des informations, elle avait une volonté quand même, mais elle n'avait pas le cadre. Je dis qu'elle est morte pour les autres. Alors que moi j'essayais, comme d'autres, à la faire vivre pour elle-même. Et ça, cette anecdote-là, un peu longue, c'est pas de tirer la larmichette, c'est pas ça le but. C'est de dire c'est fréquent. Mais c'est pas fréquent, c'est très fréquent. C'est très fréquent malheureusement. Et combien de personnes j'entends arrête de pleurer quand la personne est en dépression, burn-out, arrête de pleurer, arrête de te plaindre, tu nous fais chier avec ton alimentation, ah, tu vas quand même pas te mettre à mi-temps pour aller te promener dans les bois. Ben oui, mais ça me fait du bien, là, je me souviens. Que sais-je. Une fois, j'avais dit, dans une causerie enregistrée, que les parents pleurent les maux de leurs enfants dont ils sont responsables. Et bien beaucoup de gens pleurent aux enterrements le départ d'un de leurs proches dont ils ont une part de responsabilité. Pour laquelle ils ont une part de responsabilité. Et on a tous une possibilité de freiner, d'aider, de pousser quelqu'un qui souhaite prendre sa santé en main. Et ce que je constate, c'est que cet amour-là est mal placé, c'est souvent les peurs, le fait de sortir du cadre qui empêche de... Et je vois beaucoup de personnes de bonne volonté qui veulent changer, qui veulent s'améliorer, qui veulent changer leur hygiène de vie, et où l'entourage met un climat de peur, de suspicion énorme. Et j'ai entendu des choses assez horribles. J'ai entendu une mère qui allaitait son fils, donc elle lui donne le meilleur, jusqu'à 1 an et demi. La famille s'était réunie en lui disant « Nous trouvons que tu as une relation incestueuse avec ton fils. Si tu n'arrêtes pas de l'allaiter, nous ne souhaitons plus que tu sois à table avec nous. » Eh bien, elle était en train de faire ce qu'elle pensait être juste pour l'état sanitaire de son fils. La pression de la famille lui a fait arrêter. Bon, il n'y a pas eu mort, mais il n'y a pas eu état sanitaire satisfaisant pour l'enfant et ni épanouissement pour la mère, parce qu'elle semblait tout à fait équilibrée. Il ne semblait pas que ça soit incestueux, mais ça, bon, j'avais déjà raconté, mais étant d'anecdotes. Ce que je veux dire par là, c'est que nous tous qui prenons en main notre santé, l'entourage est prépondérant pour 2 choses. La première chose, c'est que rien n'est blanc, rien n'est noir. C'est qu'on peut partir pour sa santé dans l'idéologie. Et on peut se fourvoyer, et tous les jours je reçois des gens qui me disent « Ah, j'ai jeûné comme si, j'ai un problème. Ah, j'ai mangé végétal, j'ai un problème. J'ai mangé que cru, j'ai un problème. » Et heureusement qu'il faut un entourage pour dire « Tu es en train de déconner », pour ramener les pieds sur terre, parce que tu pars en cacahuète dans ta tête. Parce que quand on a un problème, on peut manquer de lucidité. Donc on peut être sous influence. De la même façon qu'on peut être sous influence de l'entourage, on peut être sous influence d'un livre, d'une vidéo, d'un blog, d'un courant de pensée.
je dirais à plus forte raison si on est isolé. Et donc l'entourage. Là, il peut avoir un rôle bienveillant de dire, là, ta bouffe, là, juste faire un repas de fruits par jour, ça va pas, là, tu perds du poids, tu perds tes dents, ça va pas. Si, c'est la détox. Non, c'est pas bon. Là, vive l'entourage. Mais l'effet pervers que peut avoir cet entourage qui donne un feedback, c'est la personne trouve quelque chose, elle dit, bah tiens, je vais faire le jeûne intermittent, ou je jeûne 2 fois une journée par semaine, et je vais manger majoritairement des fruits et des légumes, des choses comme ça, ce qui est très bien, théoriquement. Et bien là, de dire, oh là là, mais j'ai vu le docteur machin à la télé, il a dit qu'il fallait manger de la viande 2 fois par jour, et puis en cas de cancer, il fallait manger beaucoup de glucides, et puis il fallait prendre ci, et puis ça, et puis ce truc. Et là, il y a un climat de peur, et on repère en lucidité, et peut y avoir un chantage affectif. Si tu continues de faire ça, nous, on ne fait plus ça, ou on ne veut plus ça. On ne t'accueille plus, on ne veut plus, et puis c'est comme ci, puis on ne parle plus. Et donc là, on va voir que personne qui va avoir des développements positifs par rapport à sa prise en charge sanitaire, se reconformer pour faire plaisir, ou pour ne pas perdre, et avoir des décrépitudes. Et ça, je l'ai vu, mais des dizaines de fois. Dizaines et dizaines de fois. Et donc, c'est pour ça que je dis, à chaque fois, le but là de ce qu'on échange, c'est quoi? C'est pas dire l'entourage c'est des nuls, c'est pas ça. C'est, est-ce qu'on peut préparer le dialogue à un changement? Est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas la vérité? Et puis, de demander de la bienveillance, même pas de la compréhension, juste dire du respect sur le choix. Et en même temps, nous, si on change, de se responsabiliser pour dire, je saurais aussi écouter l'autre. Parce que il est possible que l'autre soit dans l'idéologie et ne comprenne pas ce que je fais, mais moi-même, je peux être dans l'idéologie et je peux me fourvoyer dans ma santé. Je peux faire des choses qui ne me correspondent pas du tout, je veux trop faire. Si, là, c'est ça la vérité, je vais me soigner avec l'huile essentielle de ça, puis je vais... Mais non, en fait. Mais si, parce que la newsletter du docteur Truc, elle disait que... Oui, mais peut-être que lui, il touche 40% dans le business et que... Oui, mais les études, bah oui, mais la réalité, c'est peut-être autre chose. Vous voyez, c'est que faire attention à cet équilibrage, c'est préparer, et ne jamais chercher à convaincre, et ne pas chercher à imposer. Créer un climat positif. Quand on a un état pathologique, il faut générer un climat positif. Avec la famille, avec les collègues, avec les amis, avec les thérapeutes. C'est-à-dire que même si on va voir un médecin et dire « de toute façon, il ne comprend rien, moi je veux jeûner, c'est un nul », eh bien on lui explique, on ne lui demande pas d'adhérer, on lui demande de respecter, on lui demande d'observer. Et que si il y a détérioration, eh ben d'arrêter le jeûne si ça ne convient pas. Mais s'il n'y a pas de détérioration, voire une amélioration, c'est de dire, pouvez-vous considérer comme une éventualité le fait que j'entreprenne du jeûne amène un résultat positif dans la prise en charge thérapeutique globale que j'essaie de mettre en place et à laquelle vous participez. C'est tout ça en fait. Mais quel est le problème? C'est avec quelle histoire on arrive, praticien, ami, famille ou personne, et quelles sont les limites de notre orgueil et de notre ego pour entendre que ce que fait l'autre puisse être différent de nous-mêmes et que ça puisse être positif. Et quand on est en lien familial, ben, on est... souvent je dis, la famille, on est comme ça. C'est tordu. Il faudrait être comme ça. On peut se détacher, on peut se retrouver. Mais souvent c'est ça. Et il y a des imbrications, des schémas tordus tout vaseux, et quand il y a des non-dits, et quand arrive un élément aussi fort et impactant émotionnellement comme la maladie, eh bien c'est une grenade dégoupillée dans une famille. Tout le monde va avoir son idée, tout le monde va avoir son envie, tu devrais voir le docteur machin, tu devrais lire tel truc, attention, oh là là, truc, et puis va prier, va faire ça. Tout le monde va arriver avec son idée. Et la personne est tout seule, elle écoute qui? Elle écoute quoi? Et est-ce qu'elle s'écoute elle? Et, je répète, j'ai vu beaucoup de personnes mourir pour les autres. Véritablement. Pour la paix. La paix apparente, hein. Ben, la paix totale, hein, le repos éternel même. C'est dramatique. Mais ça nous renvoie aussi à notre responsabilité de dire à quel moment, dans ma vie, j'aurais pu être dans la prévention, j'ai senti que j'aurais dû faire des choses pour moi, et je me suis laissé à me faire influencer par autrui. Alors des fois on n'a pas la consistance, des fois on n'a pas le positionnement,
Mais je dirais ça, si on en est un minimum conscient, il faut le travailler. Et ben, il faut faire surtout de la prévention, et puis il faut travailler, il faut être à l'œuvre, et puis savoir faire le tri dans son entourage aussi des fois, et savoir expliquer, savoir se positionner, puis dire là c'est oui, et là c'est non. Et moi je l'ai vu pour des personnes dont j'étais très proche, où ils étaient vraiment sur un chemin de guérison, et pouvoir vouloir s'acheter la paix, dire bon d'accord, je vais faire ça, et là ça chutait. Et des fois ça chutait de manière irréversible. Et tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Et au final, eh bien, il n'y a pas de remise en question, ça ne bouge pas. Et moi, j'étais attristé, en colère par le destin de l'exemple que j'ai, de la femme de l'exemple que j'ai cité, parce qu'il y avait vraiment à faire. Et je me dis, le boulot qui aurait dû être fait, c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans le moment pivot. Mais bah, le médecin n'a pas trop bien fait son boulot au niveau de d'insister sur le fait qu'elle bah, était en rémission et qu'il fallait être vigilant, mais il n'a pas donné de piste pour l'hygiène de vie. Elle s'est tournée vers moi, puis l'hygiène de vie. Je n'ai pas dû être assez convaincant pour pouvoir lui faire comprendre qu'il fallait. Elle ne s'est pas assez prise en main, elle n'a pas été accompagnée par son famille. Il y a eu une faillite collective autour de son cas, ce qui fait que, au moment où elle est revenue pour son diagnostic vers le médecin ou vers moi, l'état était paroxysmique, et que là, il y avait trop à faire en trop peu de temps. Alors qu'il y a 6 ans en arrière, donc 5 ans avant qu'elle revienne, il y avait tout à construire joyeusement, et qu'elle était dans une démarche positive. Et ça, c'est horrible. C'est-à-dire que la guérison, elle ne s'est pas passée sur les derniers mois de vie. Elle s'est jouée, évidemment, avant le premier déclenchement de l'épisode cancéreux, mais surtout pendant les 5 ans. Parce qu'il y avait l'expérience comme quoi, oui, ça peut m'arriver, parce qu'on dit le cancer, c'est les autres, ça peut m'arriver, j'ai pu faillir, j'ai les informations, et qu'est-ce que j'en fais ? Et souvent, ce qui est horrible, c'est « Ah, si on avait su ». Et ça doit être une phrase qu'on doit rayer de notre langage et de se mettre en œuvre. Se mettre en œuvre et puis ne pas faire dans l'urgence. Trop souvent, on ne voit que ça. En hygiénisme, les gens viennent en dernière instance, en dernier recours. Et c'est une marge de manœuvre qui est rikiki. Et on nous demande un résultat sur un échec qui va être avéré. Donc ça ne fait pas l'affaire. Et là, évidemment, l'entourage, il ne comprend pas. Il dit, mais attends, là, le docteur, il a dit que c'était grave, et là, toi, tu te mets à manger des fruits, des légumes, à aller dehors, à faire de la marche à pied, des exercices respiratoires, à débrancher le Wi-Fi. Et qu'est-ce que tu nous fais là? T'es dans une secte. Évidemment que ça paraît tordu. Mais si on l'avait fait tranquillement, puis que l'entourage voyait, bah tiens, tu te portes bien, en fait. Puis il aurait même pu prendre ces informations. Ah bah tiens, comment tu vas bien? Ah bah tiens, je saute le petit déjeuner. Ah tiens, bon... Et puis je prends plus de dessert. Ah ok, et puis je fais de l'activité physique. Ah bah oui, d'accord, ok. Et je baisse le chauffage chez moi pour un peu me stimuler le système immunitaire. Oui, d'accord. Mais vous comprenez que quand on a un état sanitaire catastrophique, que tous les voyants sont au rouge, et que la prise en charge majoritaire, c'est le système médical classique, l'entourage a peur. Donc, c'est et la faute de l'entourage, et la faute de la personne, on revient toujours à la même chose, prévention, dialogue, écoute, pédagogie, il n'y a même pas besoin de chercher de convaincre. Il y a à présenter ce qu'on fait, tu adhères pas, observe. Si tu sens que je vais moins bien, je te demande à toi, qui est dans mon entourage qui me connaît, de me dire que je déraille. Si tu ne constates pas ça, qu'une amélioration de mon hygiène de vie, je te demande de ne pas être parasitant et d'être bienveillant. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas comprendre, mais le respect, c'est de ne pas critiquer. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on devrait construire. Mais quand on a, encore une fois, je répète, quand on est dans un état paroxysmique, comme elle a dit, grave, chronique, avec un pronostic avancé, déjà, bah, c'est se jeter une pièce en l'air que de faire des grosses réformes, et il y a très peu de chances que ça soit compris par l'entourage. C'est un revirement qui est trop violent, et surtout que par l'autorité médicale, ce n'est pas recommandé. Donc on en reviendra toujours à la même chose. Prévention, mettre en place des choses douces et progressives, expérimenter, partager, pas chercher à être dogmatique, pas chercher à être inspirant, mais pas à convaincre. Et puis, ben, il y a le temps. Il y a le temps d'installer la santé. Ce qu'on disait hier, voilà, de la même façon qu'un entourage peut prendre peur, tu arrêtes les antidépresseurs du jour au lendemain, oh là là, attends, qu'est-ce qui va se passer? Et tant mieux, parce que si la personne a un gros trouble bipolaire ou est suicidaire, ça va être une catastrophe. Et par contre, c'est de dire à un moment donné, ben moi je me sens capable d'être en sevrage, je vais me faire accompagner,
Oui, mais attention, mais non, là je me sens bien, je te demande de me faire confiance, et de toute façon, si ça va mal, je compte sur toi, mon entourage, pour me dire, va consulter, parce que là, tu redérailles. C'est comme ça qu'on devrait construire la santé, avec des piliers forts. Mais ça passe par, à un moment donné, prendre sa vraie place. Et ça, c'est dur. Et en effet, ça prend de l'énergie, et on a toute une histoire, mais ça ne peut pas être autrement. Et est-ce qu'on va attendre la fatalité? Est-ce qu'on va attendre le verdict? Est-ce qu'on va attendre de ne pas régler des problèmes dans notre entourage, dans la communication pour, eh ben, quand il faut régler tout ça en 6 mois, c'est compliqué. Et là, cette dame-là, elle avait réglé son alimentation, toute son histoire de vie avec son mari, son entourage, et puis son relationnel avec elle-même, de se mettre en avant, de se prioriser. Donc il y avait une course contre la montre qui était engagée. Alors quand vous prenez une chimio par là-dessus, c'est pas évident. Donc voilà, évitons-nous la course contre la montre et construisons des relations stables avec notre entourage, une bonne relation avec nous-mêmes en se mettant à une bonne place, et puis en accommodant notre hygiène de vie de la manière la plus vertueuse et pérenne qui soit.